L'examen approche, tu as travaillé toute l'année, voici une méthode pour optimiser tes chances d'avoir une bonne note à l'examen de physique. On va parler de comment aborder l'examen de physique en particulier avec un protocole clair. Mais d'abord, quelques conseils sur quoi faire la veille et le matin avant l'examen. La première chose, c'est la veille, ne travaille pas intensément. Tu peux relire tes fiches, mais ne te mets pas en difficulté. La deuxième chose que je conseille, et ça c'est pas mal pratiqué par les sportifs de haut niveau, c'est de visualiser ton examen. Donc la veille, prends quelques minutes où voilà, tu respires profondément, tu fermes les yeux et tu vas t'imaginer toute ta journée jusqu'au moment où tu vas sortir de la salle d'examen. Ce qui va être important ici, c'est d'anticiper le stress qui va arriver et de donner des indices à ton corps sur comment réagir à ce stress. Tu vas avoir une montée d'adrénaline parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a des enjeux, parce que tu as travaillé toute l'année pour ça et c'est normal. Maintenant, si tu te visualises en train de recevoir ta copie, de prendre une grande inspiration, te dire « Ok, je me suis préparé pour ça, je vais donner mon mieux », au moment où tu seras à l'examen, ton corps saura comment réagir et ce sera plus facile pour toi de gérer. Ensuite, on arrive au matin de l'examen. Pour le matin de l'examen, il y a une composante qui est purement physiologique et ça va être le taux de sucre dans le sang. Si vous mangez un petit déjeuner très sucré le matin, vous allez avoir un pic de glucides qui va redescendre derrière et vous n'avez pas envie d'avoir le crash pendant que vous êtes en train de passer votre examen. Donc ce que je vous conseille, c'est d'orienter plus vers des protéines ou des sucres lents pour éviter ce crash. Deuxième conseil, attendez avant de boire votre café. Idéalement, buvez-le 20 minutes avant votre examen. Pour une raison similaire, c'est que vous n'avez pas envie d'avoir le crash pendant l'examen. Dernière chose, c'est le timing d'arrivée à l'examen. Première chose que je conseille, c'est vu que c'est un moment qui est stressant et que vous aurez suffisamment d'adrénaline comme ça pour passer votre examen, essayez de mettre des choses en place qui vont vous aider à être calme au début de l'examen. Donc ça veut dire être entouré, marcher, ça fait réduire le stress, ça occupe et ça dilate les vaisseaux sanguins, parce que vous avez une activité cardiovasculaire, et votre cerveau, il est alimenté en oxygène et en sucre via les vaisseaux sanguins. Donc si vos vaisseaux sanguins sont dilatés, vous augmentez vos capacités cognitives. La dernière chose, c'est une technique qui s'appelle box breathing. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous pouvez trouver. La technique, elle est très simple. C'est pendant quelques minutes, vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez votre respiration pendant 4 secondes, vous expirez pendant 4 secondes, vous inspirez pendant 4 secondes. Voilà, ça c'est tous les conseils que j'ai pour tous les examens. Maintenant, on se lance dans comment passer son examen de physique. L'examen de physique, il n'est pas évident dans le sens où la matière est vraiment très large. Il y a beaucoup de formules et il faut, si vous voulez vous donner le maximum de chance, essayer de compartimenter votre réflexion. Il y a différents thèmes principaux dans l'examen de physique mécanique 1. Il y a la dynamique qui va vous donner la position de l'objet à chaque instant. Il y a des problèmes avec des énergies et des collisions qui vont plus vous donner les états des objets à des moments fixes. Il va y avoir des problèmes de rotation et des problèmes avec des mouvements de planètes où là on va plus utiliser les lois de Kepler. Donc on va voir différents exercices et à chaque fois on va se demander ok, quelle question tombe dans quelle catégorie. Et après, je vous dirai pour chaque catégorie quel est le protocole à aborder. Alors quand on voit cet exercice, ici on vient regarder les schémas, les informations qu'on nous donne et le contenu des questions. Le contenu des questions va vachement nous aider. Ici, par exemple, je vois que on nous demande de placer les forces et on nous parle de référentiel. Si on nous parle de force et de référentiel, je vais très certainement être dans un exercice de dynamique. Maintenant, je vois que dans cet exercice, il va y avoir un wagon et une flèche qui est tirée dedans. Donc là, je vais avoir un mélange entre des référentiels accélérés et de la balistique. Pour cet exercice, la première chose que je remarque, c'est la présence du ressort. Quand il y a un ressort, il y a de bonnes chances que je traite avec les oscillateurs. Ensuite, je vais regarder les informations qu'on me donne et on me parle d'un moment d'inertie. Ça veut dire que ça va inclure des rotations. Ensuite, on me parle de position d'équilibre. Position d'équilibre, ça va très certainement me servir pour l'oscillateur, ce qui est cohérent avec le fait qu'il y a un ressort. Quand on me parle de pulsation, définitivement, ça va être un problème d'oscillateur. Pour cet exercice, ici, je vois un objet sur un plan incliné, donc plus plan penché pour de la dynamique. Deuxième chose que je remarque dans cet exercice, c'est qu'on me parle d'un module d'inertie, donc je vais garder en tête que je vais sans doute utiliser des formules du rotation. Dernière chose que je note, c'est noter à t égale 0. Si on me parle de temps,
précis, je vais plus pencher pour une approche dynamique. Dans cet exercice, là on me le dit clairement, ça va être un choc. Donc ça va être les formules dues aux collisions. Pour celui-ci, là ça me paraît assez évident, on a un satellite, une planète qui tourne autour, une force de gravité, je vais utiliser les formules du mouvement des planètes. Dernier exercice, ici ce que je vois c'est que j'ai un ressort, donc je vais très certainement être dans un cas qui va traiter des oscillateurs. Ensuite on me parle de module d'inertie, donc je vais sans doute utiliser des formules de rotation. Et ici je vois équation différentielle, pulsation, ça veut dire que je serai forcément dans le cas d'un oscillateur. Dernière chose, ici on ne me parle pas de frottement, ça veut très certainement dire qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas de travail de force non conservative. Si je suis dans ce cas-là, qu'il n'y a pas de travail de force non conservative, Lagrange va être un très bon moyen pour trouver les équations du mouvement qui me serviront ensuite à déduire la position de l'objet avec les formules des oscillateurs. Si vous êtes dans un cas d'exercice de dynamique, donc on va essayer de chercher la position, la vitesse, l'accélération de l'objet à tout instant. En premier, faites un schéma. Le schéma, il faut qu'il soit clair, aéré. Et s'il vous plaît, ne faites pas de schéma en perspective. Faites vos schémas avec des vues orthogonales, comme ce qui a été fait ici. Vous voyez qu'il y a une vue de dessus, une vue de derrière. Et ce qui ressort clairement, c'est que les vecteurs vont être facilement identifiables vis-à-vis des axes du repère qu'on a choisi. Ensuite, la deuxième étape, c'est de noter les forces sur le schéma. En troisième, définissez le repère. Donc, choisissez un repère approprié. Comment est-ce qu'on choisit un repère? Vous essayez de trouver un repère qui a le maximum de vecteurs dans les axes du repère que vous avez choisi. Par exemple, ici, vous avez déjà mis le repère. Vous voyez que la vitesse, elle va être directement selon x. Le poids va être directement selon z. Ensuite, vous venez écrire vectoriellement les forces. Donc, ça veut dire que le poids ici, il vaudrait 0 selon x, 0 selon y et moins mg selon z. Faire ça en avance, ça va vous aider énormément pour la suite. Vu qu'on va vouloir faire la somme des forces égale ma, on va avoir besoin de l'accélération. Pour trouver l'accélération, vous allez chercher dans les formules du repère que vous avez choisi, les formules qui ressemblent à ça. Donc par exemple, si le repère il est cylindrique, vous venez trouver votre accélération avec cette formule et vous venez annuler le maximum de termes. Donc si par exemple, votre rayon il est constant, R point et R point point, ça vaut 0. Si vous avez une vitesse angulaire qui est constante, θ point oméga et θ point point vaudra 0, puisque θ point est constant. Étape suivante, si le référentiel utilisé il est accéléré, comme ça va être le cas dans cet exercice, écrivez vos forces inertielles. Une fois que vous avez fait tout ça, déjà vous avez des points pour ça. Même si vous n'avez pas répondu à des questions, il y a des points qui sont attribués à ça. Ensuite, on vient poser les calculs. Donc, on vient poser la somme des forces égale ma. Et une fois que vous avez votre équation, il y a deux options. Soit vous avez une accélération qui dépend directement du temps, et là vous intégrez pour trouver la vitesse et la position. Ou alors vous avez une équation différentielle, et dans ce cas-là, vous devez la résoudre avec les équations des oscillateurs. Donc, je résume. En premier, vous faites un schéma clair avec des vues orthogonales. Vous placez vos forces et les vecteurs intéressants. Vous définissez un repère qui va vous permettre d'écrire facilement les forces. Ensuite, vous calculez l'accélération avec les formules du repère. Vous faites attention, si c'est un référentiel accéléré, à poser les forces type force de Coriolis. Vous appliquez Newton, la deuxième loi. Et en dernier, vous venez résoudre cette équation, soit en intégrant, soit en utilisant les équations des oscillateurs si c'est une équation différentielle. Maintenant, si vous êtes dans un exercice type énergie et collision, la première chose à faire, c'est de définir clairement les points intéressants. Les points intéressants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous définissez les objets que vous étudiez. Donc, par exemple ici, une masse M et les deux masses, je leur donne des noms différents. Et les moments, avant le choc, après le choc. Si vous faites ça clairement, vous pouvez pour chaque objet et chaque moment définir son énergie, qui va être son énergie cinétique plus son énergie potentielle. Vous allez aussi pouvoir faire le calcul de la quantité de mouvement. Si jamais vous voyez que dans l'exercice, il y a des forces de frottement, il y a une certaine perte, vous allez aussi pouvoir calculer la différence d'énergie avec cette formule-là. Donc c'est le travail des forces non conservatives qui donne les pertes. Et pour finir, pour boucler l'exercice, vous posez vos égalités. Donc par exemple que pour un choc, la quantité de mouvement est conservée. Et pour un choc élastique, il y a conservation de l'énergie. Si jamais il y a des pertes, vous savez que la différence d'énergie égale au travail des forces non conservatives. Je répète les étapes. En premier, on définit les points intéressants, quels objets on étudie, à quel endroit et à quel moment. Pour chaque catégorie, un objet à un endroit et un moment
vous définissez l'énergie et la quantité de mouvement. Si nécessaire, vous calculez les pertes et vous posez les égalités. Maintenant, on va regarder le protocole si on est dans un exercice de type rotation corps solide. Ici, on a la poulie qui va tourner. Il va y avoir un mouvement oscillatoire à cause du ressort, mais on va considérer la rotation de la poulie, donc on va suivre ce protocole. Le protocole, il est vachement similaire pour les 3 premières parties à la dynamique, c'est-à-dire qu'on fait un schéma propre, on définit un repère, on exprime les forces en vecteur. Là où ça change derrière, c'est qu'il y a un autre set d'équations qu'on va devoir sortir. Dans l'ordre, ça va être, on calcule les moments de force. Ensuite, on calcule le moment cinétique. Potentiellement, vous aurez à calculer le module d'inertie avec l'intégrale ou avec Steiner. Une fois que vous avez ce moment d'inertie, vous venez le dériver et comme ça, vous avez tous les éléments pour poser les 2 équations ici. Dernier type d'exercice, c'est pour le mouvement des planètes. Pour le mouvement des planètes, il n'y a pas énormément de formules. La difficulté va venir de bien définir les différents paramètres. Donc la première chose à vraiment faire proprement, c'est de définir chaque objet. Par exemple, on a un satellite sur cette orbite, un satellite sur cette orbite et une autre orbite ici. Pour chaque objet et chaque orbite, vous définissez le demi-grand axe et la période de rotation. Une fois que vous avez ça, vous pouvez calculer la vitesse de chaque objet. Et une fois que vous avez la vitesse, vous pouvez définir l'énergie de chaque objet pour chaque orbite. Comme ça, si on vous demande, l'objet, il a une certaine orbite, et il passe à une orbite plus haute, quelle énergie il nous faut? C'est juste à faire la différence des énergies que vous avez trouvées. Je résume, si vous êtes dans un exercice avec planète, mouvement planétaire, la première chose à faire, c'est de définir les différents objets. Pour chaque objet, vous faites la liste de chacune de ces orbites. Pour chacune des orbites de chaque objet, vous définissez le demi-grand axe et la période de rotation. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. Vous mettez une variable, mais vous dites clairement le nom de la variable. Une fois que vous avez ça, vous calculez la vitesse de chaque objet sur chaque orbite et vous pouvez trouver son énergie.